va maintenant parler de la transmission du VIH. Rappelons que le VIH ne fait aucune discrimination qui soit fondée sur l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre, la couleur de la peau, la religion, la langue, l'origine ethnique ou culturelle, les conditions sociales. C'est un virus qui est très universaliste et opportuniste. S'il trouve une occasion de se multiplier, il va la prendre. Cependant, il faut considérer quelque chose. Il y a certaines personnes qui sont plus à risque de contracter le VIH dans certaines populations clés en raison de facteurs de risque qui sont biologiques et de déterminants sociaux de la santé. On pense entre autres aux personnes autochtones qui sont 2,7 fois plus à risque que les Canadiens et Canadiennes non autochtones de contracter le VIH. Les Canadiens et Canadiennes qui sont nés dans des pays où le VIH est endémique sont 6,4 fois plus à risque que les autres Canadiens et Canadiennes de contracter le VIH. Les personnes qui utilisent des drogues par injection sont 59 fois plus à risque que ceux et celles qui n'en utilisent pas. Et finalement, les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes sont 131 fois plus à risque que les autres hommes de contracter le VIH. Donc, ces données sont à prendre en compte lorsqu'on fait notamment des programmes pour prévenir la transmission, de tenter de rejoindre ces populations-là. Le VIH a 3 voies de transmission. Ce sont la voie sexuelle, la voie sanguine et la voie périnatale à travers la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. On va voir ensemble quelles sont les 6 conditions de transmission du VIH et à la fin, on va faire un petit rappel sur ces 6 conditions. Rappelons que pour qu'il puisse y avoir une transmission suivie d'une infection par le VIH, il faut que les 6 conditions suivantes soient remplies. Sinon, il n'y a pas d'infection possible. La première condition, ça nous prend la présence du VIH et d'une personne séronégative. Pour connaître son statut sérologique, il faut faire un test de dépistage régulièrement. La fréquence recommandée pour les personnes qui ont une vie sexuelle active, c'est tous les 3 à 6 mois, même en l'absence de symptômes. La deuxième condition, ça nous prend une exposition à un des liquides biologiques qui peut transmettre le VIH. Quels sont ces liquides? Donc, ça inclut le sang, incluant le sang menstruel, le lait humain, le sperme, incluant le liquide pré-éjaculatoire, les sécrétions vaginales et les sécrétions anales ou rectales. Donc, on retrouve ici nos 3 modes de transmission, à savoir sanguine, périnatale et sexuelle. La charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus par millilitre de liquide, et la quantité de liquide peuvent jouer un rôle dans la transmission du virus. Il y a aussi des liquides biologiques qui ne peuvent pas transmettre le VIH puisque le VIH n'est pas présent dans ces liquides-là. On parle notamment des larmes, de la salive, de la sueur, des selles et de l'urine. Il faut par contre considérer que la présence de sang dans un de ces liquides biologiques peut augmenter la possibilité de transmission. Ça nous permet de présenter tout de suite des activités qui impliquent des liquides biologiques qui ne peuvent pas transmettre le VIH. On parle notamment d'embrasser quelqu'un, de serrer la main de quelqu'un, d'éternuer, partager la vaisselle, partager la toilette et les piqûres d'insectes. Donc, tous ces modes qu'on pourrait penser parfois qu'ils pourraient transmettre le VIH ne peuvent pas transmettre le VIH, mais certains d'entre eux peuvent transmettre éventuellement d'autres ITSS qui sont des infections transmissibles sexuellement et par le sang. Maintenant, on va voir la 3e condition pour la transmission du VIH. Ça prend une charge virale suffisante pour causer l'infection.
On vous rappelle qu'une charge virale de moins de 200 copies par millilitre de sang, qu'on appelle indétectable ou supprimée, ne peut pas transmettre le VIH durant une relation sexuelle. Par contre, une charge virale élevée augmente la possibilité de transmission. La quatrième condition maintenant, ça prend aussi une porte de sortie du VIH à l'extérieur du corps d'une personne séropositive, à travers un des liquides pouvant transmettre le VIH. Quelles sont ces portes de sortie possibles du VIH? On parle entre autres d'un saignement lorsqu'il y a coupure ou blessure. On parle aussi d'une injection, ça peut être aussi une transfusion sanguine. On parle de l'allaitement, donc l'éjection de lait humain avec possibilité de transmission. On parle aussi de la grossesse et de l'accouchement, en l'absence de prise en charge précoce ou de l'intervention d'un traitement antirétroviral efficace. Et finalement, ça peut aussi être l'éjaculation de sperme, de liquide préséminal ou l'émission de sécrétions vaginales ou anales dans le cadre d'une relation sexuelle non protégée. Donc, on retrouve aussi nos trois modes de transmission, la transmission sanguine, périnatale et finalement sexuelle, à travers les portes de sortie possibles du VIH. La cinquième condition, ça prend une porte d'entrée du VIH à l'intérieur du corps d'une personne séronégative pour que le VIH puisse entrer en contact avec le système immunitaire. On rappelle que la peau et les muqueuses sont les premières barrières physiques du corps qui protègent contre les infections et les maladies. La peau empêche la plupart des germes d'entrer dans le corps. Le VIH ne peut pas traverser une peau saine et intacte. Quelles sont les portes d'entrée du VIH à l'intérieur du corps d'une personne séronégative? Ce pourrait être par exemple lorsqu'il y a une plaie ouverte ou une lésion de la peau qui donne accès au système sanguin. Ça peut être dans le cadre d'une injection ou d'une transfusion. À travers le perçage ou le tatouage fait avec des outils qui sont non stérilisés, de façon amateur, entre autres. Ça pourrait être à travers l'accouchement ou l'ingestion de lait humain pour le nourrisson. Ça peut être aussi les muqueuses anales et rectales, les muqueuses vaginales ou le col de l'utérus, et finalement la muqueuse du pénis à travers l'urètre ou le prépuce. On revoit ici nos trois modes de transmission pour la transmission sanguine, la transmission périnatale et la transmission sexuelle. On va faire une petite parenthèse au sujet des muqueuses. Les muqueuses, ce sont des parties du corps qui sont recouvertes d'une couche de peau humide et fragile. Ça protège les portes d'entrée et de sortie de notre corps. Les muqueuses sont vulnérables puisqu'elles sont les principales voies d'accès pour les germes à l'intérieur de l'organisme. Il y a des facteurs qui peuvent augmenter la possibilité de transmission aux muqueuses, et ça, c'est vrai pour toutes les ITSS et pas seulement le VIH. On parle entre autres lorsqu'il y a des inflammations ou des micro-fissures qui peuvent être causées par la friction dans le cadre de relations sexuelles non protégées. On parle de douche et lavement avant une relation sexuelle. Ça peut causer de l'irritation et créer aussi des petites portes d'entrée sur les muqueuses. L'utilisation de spermicides peut créer de l'irritation et éventuellement créer de mini-lésions qui peuvent être des portes d'entrée pour les ITSS. Ça peut être la présence d'une ITSS elle-même, par exemple l'herpès ou la syphilis, qui crée un chancre qui est invisible à l'œil ou dans une région qui est peu facile d'accès. Donc, ces petites lésions, ces chancres peuvent devenir des portes d'entrée et elles sont souvent asymptomatiques. Donc, on ne ressent pas nécessairement de douleur, d'où l'importance d'avoir des dépistages fréquents. Et finalement, les affections vaginales telles que vaginose, vaginite ou infection à levure, candidose, ces affections-là peuvent également créer des mini-lésions et des irritations et être des portes d'accès pour les ITSS. Et la muqueuse de la bouche. La question qui est le plus souvent posée au portail, c'est est-ce qu'il y a un risque de contracter le VIH en pratiquant le sexe oral?
Donc, la possibilité de transmission du VIH en pratiquant ou en recevant le sexe oral est négligeable. On entend par là qu'il peut y avoir un risque théorique de transmission s'il y a émission d'un liquide biologique contenant une charge virale élevée dans la bouche d'une personne qui aurait une lésion, par exemple saignement d'une gencive, coupure, plaie, lésion, ulcère, brûlure, récente extraction dentaire, donc une porte d'entrée importante, mais ce risque demeure faible malgré tout. Quelles sont les raisons? C'est que la salive contient entre autres une enzyme qui a une action inhibitrice sur le VIH. Avec la production de salive, les liquides biologiques qui pourraient contenir du VIH ne restent généralement pas longtemps en contact avec les portes d'accès qui sont dans la bouche. Entre autres aussi, le VIH ne survit pas hors du corps, ni dans les endroits qui contiennent des concentrations élevées d'acide, comme entre autres l'estomac. Il est cependant possible de contracter d'autres ITSS en pratiquant le sexe oral non protégé, tels que la chlamydia, gonorrhée ou syphilis. Et finalement, la sixième condition de transmission, ça nous prend la réceptivité de la personne séronégative au VIH. Qu'est-ce qu'on entend par là? Bien, la réceptivité, c'est l'aptitude d'un organisme à contracter une infection. Ça s'oppose à l'immunité. Donc, par exemple, après avoir reçu un vaccin, notre corps est immunisé contre l'infection pour laquelle on a reçu un vaccin. Cependant, il n'y a aucun vaccin qui a encore été mis au point pour prévenir le VIH-Sida. Mais il existe la PrEP qui permet à une personne séronégative d'être non réceptive au VIH et donc de prévenir l'infection. Pour en savoir plus au sujet de la PrEP, consultez la capsule un peu plus loin dans la formation. On va voir maintenant en rappel quelles sont les 6 conditions pour une potentielle infection par le VIH. Tout d'abord, ça prend la présence du VIH et d'une personne séronégative. La seule façon de connaître son statut sérologique, c'est de faire un dépistage régulièrement. La deuxième condition, ça prend une exposition à un des liquides biologiques pouvant transmettre le VIH. La troisième condition, ça prend une charge virale suffisante pour causer l'infection. On se rappelle qu'une charge virale indétectable ne peut pas transmettre le VIH de façon sexuelle. Indétectable égale intransmissible. Quatrième condition, ça prend une porte de sortie du VIH à l'extérieur du corps d'une personne séropositive. Cinquième condition, ça prend une porte d'entrée du VIH à l'intérieur du corps d'une personne séronégative. Et finalement, ça prend aussi la réceptivité d'une personne séronégative au VIH. Rappelons notamment que la PrEP permet à une personne séronégative d'être non réceptive au VIH en cas de transmission potentielle. Cependant, il y a une question qui demeure. Une exposition au VIH qui répond à ces 6 conditions ne donne pas toujours lieu à une transmission. Pourquoi certaines personnes exposées aux 6 conditions de transmission qu'on vient d'énumérer ne contractent pas l'infection par le VIH? C'est qu'en fait, le processus d'infection par le VIH ne se résume pas aux 6 conditions. Ça continue. Il y a un cheminement du VIH suite à une transmission sexuelle pouvant mener à l'infection avant de développer l'infection permanente. En 5 étapes, suite à l'exposition au VIH, le VIH doit traverser la peau ou la membrane muqueuse. Par la suite, le VIH doit infecter le système immunitaire et commencer à se multiplier. S'il réussit à franchir cette étape, le VIH pénètre par la suite dans les vaisseaux sanguins et lymphatiques et avant de finalement se propager dans toutes les autres parties du corps et que l'infection devienne permanente. Tout ce processus de cheminement prend un délai d'environ 3 jours. 3 jours à l'intérieur duquel c'est encore possible d'intervenir pour prévenir l'infection permanente.
Qu'est-ce qu'on peut faire suite à une exposition avec probabilité de transmission et d'infection? Il existe un traitement qu'on appelle la PPE, c'est la prophylaxie post-exposition. C'est un traitement d'urgence qui peut être prescrit suite à une exposition au VIH après avoir évalué les risques avec des personnes professionnelles de la santé. Pour être efficace, le traitement de la PPE doit être pris dans les 3 jours ou 72 heures si vous préférez, suivant l'exposition au VIH au plus tard. C'est le délai maximal pour pouvoir intervenir avec une PPE et éventuellement prévenir l'infection permanente. Pour obtenir la PPE, si on pense avoir été en contact avec le VIH, il y a 2 options. On peut contacter des professionnels de la santé à l'urgence d'un hôpital ou dans une clinique spécialisée ITSS de votre région. L'autre option, elle est nouvelle depuis 2021. Vous pouvez contacter les pharmaciens et pharmaciennes. On vous suggère de téléphoner avant de vous rendre dans une pharmacie pour vous assurer qu'il y a une personne sur place qui est apte à vous prescrire une PPE et faire l'évaluation des risques avec vous et qu'ils ont bel et bien le traitement en stock, puisqu'il y a plusieurs pharmacies qui sont en mesure de le faire, mais éventuellement, comme c'est un service qui se développe, il y a certaines pharmacies qui ne sont pas encore en mesure de le faire. Donc, téléphoner avant de vous rendre pour vous éviter un déplacement inutile. Au besoin, vous serez référé à une autre pharmacie qui offre le service. Si elle est prescrite après l'évaluation des risques, elle doit être prise le plus rapidement possible et l'observance doit être maintenue pendant 28 jours, donc presque un mois, en tout c'est 4 semaines, où le traitement antirétroviral devra être pris de façon systématique tous les jours. Il y a des effets indésirables qui sont possibles durant toute la durée du traitement. On parle de nausées, fatigue et diarrhée. Il faut savoir aussi que la PPE est prise en charge par tous les régimes d'assurance médicaments privés et publics. Vous pourriez par contre avoir une franchise à débourser dépendamment du type d'assurance duquel vous bénéficiez. Néanmoins, la PPE est très efficace dans la grande majorité des cas si elle est prise dans le délai prescrit de 72 heures ou 3 jours dont on vient de parler. Donc, c'est un traitement qui peut être éventuellement intéressant pour les personnes qui pourraient avoir été en contact avec le VIH. Mais il faut réagir très rapidement.